Au sommaire de ce book club, un livre peut-il lutter contre l'impunité? Journaliste télé à TF1 puis LCI, la chaîne d'info en continu, Hélène Devinck, notre invitée, a ajouté sa voix il y a un an au concert de témoignages dans l'affaire dite PPDA, comme Patrick Poivre d'Arvor. Des femmes, journalistes pour la plupart à l'époque des faits, mais pas que, pas seulement, affirment avoir été abusées, violées par l'ancienne star du JT. C'est aussi son cas, dit-elle, dans les pages du Monde, déjà une première fois en mars 2021. Écrit dans le prolongement de cette prise de parole, un livre, Impunité, qui vient de paraître au Seuil, c'était le 23 septembre dernier. Cette histoire est notre histoire, précise-t-elle, écrit-elle. Elle a rassemblé d'autres témoignages que le sien, d'autres vies que la sienne. Pourquoi ce livre? Quel effet escompté? On en parle jusqu'à 13h30 avec, au sommaire également, Sébastien Thème. Je vous parle de l'adaptation sur scène du livre de Vanessa Springora, Le consentement, et d'un essai sur le couple et l'argent que l'on doit à la journaliste Titu Lecoq. Et bonjour Hélène Devinck. Bonjour. Bonjour. On commence avec vous Sébastien, et une question, une phrase soumise à l'avis des auditeurs. Absolument, une citation de votre livre, Hélène Devinck, proposée aux auditrices et aux auditeurs. Ils y ont réagi via notre hashtag Book Club Culture. La phrase, c'était: parler, c'est actif, une façon de reprendre les rênes quand le destin paraît vous contraindre à encaisser et à subir. Alors les auditrices sont d'accord avec vous, je dis auditrices car c'est une majorité de femmes qui répond, et sont d'accord avec vous en ajoutant tout de même que si parler c'est actif, lire ça l'est aussi. Isabelle Souche nous dit que ces lectures remettent en cause ses idées préétablies tout le temps. Serial Rideuse nous confirme qu'elle est autant actrice que spectatrice lorsqu'elle se plonge dans n'importe quel ouvrage. Des auditrices qui font aussi des critiques de votre livre Impunité. Mystère de Virginie confie: il y a des livres qui vous laissent bouche bée, et elle vous remercie, Hélène Devinck. Quatrième de couverture dit: dans Impunité, Hélène Devinck donne la parole à ses sœurs de misère. Son tour à tour évoqué l'état de sidération au moment des faits, la honte qui a assailli ces femmes vulnérables ou pas, et leur stratégie pour survivre à ça. Toinette Elisette célèbre le courage qu'il a fallu pour rédiger un tel ouvrage, pour recueillir aussi la confiance de celles qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas parler. Et on finit avec le commentaire de Cyril Drujon qui dit: pour que les soutiens ne soient pas toujours du même côté, et déjà depuis trop longtemps, la lâcheté des uns, des unes et des autres a permis de laisser faire beaucoup trop de dégâts et de vies torturées. Moi, comme beaucoup d'autres, nous vous croyons. Alors comment vous recevez ces témoignages de soutien, Hélène Devinck, et est-ce que c'est aussi pour ça que vous écrivez? On écrit toujours pour être lu. Ça me touche, ces témoignages. J'ai l'impression que avec ce livre, j'ai réussi à faire comprendre quelque chose qui pourtant était déjà raconté dans la presse. Il y a eu des centaines et des centaines d'articles sur cette affaire. Il y a quelque chose qui passe par le livre qui ne passait pas par la couverture médiatique de cette histoire. Ce que je voulais, c'était qu'en le lisant, on ressente à la fois l'émotion que moi j'ai ressentie quand j'ai rencontré ces femmes pour la première fois, et toutes les réflexions qu'on a pu avoir ensemble pour comprendre comment s'est tissée cette impunité pendant si longtemps. Voilà, la première pierre posée, ça a été cet article, cette tribune, ce témoignage paru dans la presse il y a un an, dans les colonnes du Monde. Et vous écrivez: sa parution a fait exploser une bulle de solitude. Ça a été peut-être la première vertu de cette tribune. Vous montrez, vous racontez, même si vous le saviez au fond, que vous n'étiez pas seul. Ah, ça, je savais que j'étais pas seule. D'abord, Florence Porcel avait déjà porté plainte, et cette tribune, je l'ai faite pour la soutenir. Estomaquée, on va dire, par la place qui était laissée dans les médias à la défense de Patrick Poivre d'Arvor, qui disait que Florence Porcel était folle et menteuse, ce qu'elle n'est pas. À l'époque, je la connaissais pas, mais je savais que ce qu'elle disait était vraisemblable, en tout cas. Mais consciente aussi que votre voix à vous valait quelque chose. C'est important de se dire qu'à un moment, son témoignage va pouvoir peser dans un contexte assez particulier. Non pas que la voix des autres ne vaut rien, mais vous avez, vous, acquis une surface médiatique avec les années qui fait que votre voix avait peut-être un tout petit peu plus de chance encore d'être entendue. Et c'est pour ça que je voulais qu'elle serve. C'est assez noble comme ambition de servir. Donc je l'ai fait dans ces tribunes, on l'a fait chacune avec nos moyens, avec ce qu'on pouvait faire. On a parlé, on a témoigné.
Et puis, il y a eu ce classement sans suite, c'est-à-dire qu'on était 23 femmes à raconter, à être allées spontanément, 23 femmes qui ne se connaissaient pas, raconter à la police voilà, ce qui nous est arrivé avec cet homme. Et la justice n'en a rien fait. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'écrire et que j'ai commencé à écrire ce livre dont l'idée était de donner une voix, de faire un portrait de chacune de ces femmes que j'avais rencontrées et de dire, au-delà de l'agression, de raconter leur vie plus amplement et de tourner la caméra vers nous, c'est-à-dire de raconter l'histoire de notre point de vue. Parce qu'on a toujours l'agresseur, et surtout quand il a la notoriété de celui-là, il est toujours central dans le récit. Donc moi, je voulais faire le récit de l'autre côté, le récit en retournant la caméra, un récit à l'envers. Et vous racontez aussi la vie d'après, leur vie d'après, ce qu'elles sont devenues, ce que cet événement très souvent traumatique a créé comme déflagration dans leur vie, leur renoncement professionnel parfois, leur renoncement intime, personnel aussi, ce que, une fois encore, ces abus ont pu provoquer dans la vie de chacune d'entre vous. Vous avez au début fui, essayé de fermer les yeux, essayé d'oublier, et puis vous vous êtes reconstruite autrement. Dans votre parcours professionnel, vous avez fondé votre famille, et puis vous le racontez à un moment, cette bulle, elle a été percée. Elle a été percée, et on le sait peut-être toutes aussi, par le mouvement MeToo, qui a débuté il y a 5 ans exactement. Sans lui, ce livre n'existerait pas. C'est peut-être là que tout a commencé. Ah oui, MeToo, ça a été recommencé. Bien sûr. Et quand on dit MeToo, on pense que c'est juste des femmes qui parlent. En fait, MeToo, il faut repartir aux fondations, c'est-à-dire à l'affaire Weinstein. MeToo, c'est un article du New York Times et puis un article du New Yorker. C'est-à-dire que c'est la presse écrite qui a lancé ce mouvement. Et il y a un livre qui s'appelle She Said, écrit par les journalistes du New York Times, où elle raconte les difficultés, leur enquête, etc. Et je me suis dit qu'en France, c'était pareil. Les MeToo, cette histoire ne pouvait passer que par la presse écrite. Puis par un livre. Comme vous le dites avec She Said, justement. C'est aussi aujourd'hui que s'ouvre un nouveau procès, celui d'Harvey Weinstein à Los Angeles, le producteur de cinéma, qui a déjà été condamné à 23 ans de prison en mars 2020. De nouvelles accusations pèsent aujourd'hui sur lui. C'est une affaire exemplaire, selon vous, cette affaire Harvey Weinstein, où la justice a finalement pu faire son travail, ce qui ne s'est pas produit en France. C'est une affaire qui a bouleversé le monde entier. Donc bien sûr qu'elle est à la fois énorme et exemplaire. À l'échelle de la France, on a cette affaire-là qui n'a pas, pour l'instant, connu les mêmes suites judiciaires. Peut-être que ça viendra, j'en sais rien. Mais nous, on s'est heurté à un mur. Et donc c'est ce mur que je raconte, c'est le mur de l'impunité. C'est-à-dire comment il a été construit pendant des décennies et comment il continue. Et qu'il est toujours aussi solide. C'est-à-dire que MeToo en France, il y a effectivement un afflux de témoignages, tas de femmes parlent, mais c'est comme s'il n'y avait pas de coupable. C'est-à-dire que là, on désigne un homme, on désigne un coupable, mais il lui arrive rien. Ce mur, il est fait de quoi ? Ce mur qui arrête la parole aujourd'hui. C'est un mur judiciaire, finalement, le problème de la preuve, de la prescription. C'est tout bêtement ça, j'ai envie de dire. Pas seulement, et c'est encore une fois tout ce que j'explore dans ce livre, c'est pourquoi quelquefois on n'a pas pu parler, pourquoi quand on a parlé on n'a pas été entendu, pourquoi l'environnement autour de cet homme n'a rien vu, ou vu des choses qu'ils ont mal interprétées, et une fois qu'on a parlé, effectivement, la justice nous a adressé une fin de non-recevoir, mais pas seulement, l'institution, TF1, la politique, c'est-à-dire qu'on a interpellé Emmanuel Macron, il ne nous a jamais répondu. Donc c'est de toutes ces choses qui tissent l'impunité, la première chose qui tisse l'impunité et qui permet le viol, parce que c'est un livre sur le viol, c'est la honte qui tombe sur les victimes, une honte qui fait qu'on la boucle. Et quand on parle longtemps après, la honte revient parce que immédiatement, on vous soupçonne d'intentions malsaines, comme si dire la vérité dans le cadre d'une enquête judiciaire
dans une enquête sur des abus sexuels, n'avait pas de valeur. Écrire la souffrance, écrire la douleur, écrire la honte aussi. C'est ce que vous faites, Hélène Devinck, dans ce livre Impunité. Et comme vous l'avez rappelé récemment dans Libération, nous sommes 30 femmes à avoir témoigné contre PPDA et il ne se passe rien. Vous avez vraiment écrit ce livre, Impunité, pour qu'il se passe enfin quelque chose. George Orwell dit qu'il y a 4 raisons d'écrire un livre, que tous les écrivains rentrent dans ces cases. La première, c'est une raison narcissique, égotique. La deuxième, c'est une raison esthétique. La troisième, c'est témoigner de son époque. Et la quatrième, c'est changer le monde. Ces ingrédients sont présents dans ce livre. Et peut-être que oui, témoigner de son époque et changer le monde, ce sont des choses importantes dans l'écriture de ce livre. Vous aviez été frappé aussi par la réception des livres qui vous ont précédé, et on pense à La Familia Grande de Camille Kouchner, et on pense au Consentement de Vanessa Springora, ce qu'ils ont pu provoquer en vous et dans le public, du côté des lecteurs. Bien sûr, La Familia Grande, ça permet de comprendre le silence et le terreau dans lequel l'inceste a pu se développer. Vanessa Springora, sur le consentement, pour moi, ça a été une révélation. C'est un livre très important, mais il y en a d'autres. Il y a aussi Flavie Flament qui a écrit La Consolation pour dénoncer David Hamilton. Et puis il y a Annie Ernaux également, qui en 2016 avait sorti Mémoire de fille. Et là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle raconte ce qu'aujourd'hui elle appelle un viol dans Mémoire de fille, mais à l'époque, en 2016, elle ne voulait pas mettre ce mot sur cette histoire. Elle l'a mis en 2020. L'histoire qu'elle raconte date de 58. C'est-à-dire qu'elle a mis 60 ans à mettre le mot viol sur ce qui lui était arrivé. Je trouve que c'est quelque chose que je retrouve dans certains témoignages dans cette affaire-là. Et vous, ce mot, il vous a fallu aussi du temps pour le mettre. Vous le racontez aussi, vous concernant. Pourquoi ? Parce que viol, c'est un sale mot. C'est un mot qu'on n'a pas envie de voir à côté de son nom. C'est un mot que mes parents ne voulaient pas voir à côté de leur nom, qui est le même que le mien. Parce que c'est un viol, ça veut dire... je dis ça éclabousse d'obscénité tout autour. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie que ce soit... On n'a pas envie d'être réduite non plus à ça. Et c'est pour ça que dans ce livre, je fais très attention à raconter c'est des petits portraits que je fais un peu à Alice Munro de chacune, en faisant très attention à ne pas les limiter à l'agression. C'est-à-dire que, ok, il y a viol, mais il y a des vies avant, après et tout autour. Alors, on parlait de ces livres qui vous ont précédé, de ces livres qui ont peut-être aussi ouvert une voie. Et ces livres, ils ont été comme des petits cailloux déposés là par une multitude de petites poussettes. Et ils ont continué à avoir une vie après leur parution. C'est le cas notamment du livre de Vanessa Springora, Le Consentement, Sébastien. Oui, le livre de Vanessa Springora, publié en janvier 2020, Le Consentement, chez Grasset. Plus de 30 ans après les faits, Vanessa Springora a livré un récit glacial et autobiographie de sa liaison, avec tous les guillemets qu'on peut y mettre, entre elle, 14 ans, et un homme de 50 ans. Vanessa Springora, donc, il racontait ce qu'on appelle l'emprise, un texte entre introspection et témoignage d'utilité publique et politique. Le texte est actuellement monté sur scène par Sébastien Davis et interprété par Ludivine Sagni, à voir du 21 au 30 novembre prochain à l'Espace Cardin à Paris, puis en tournée dans toute la France. Le metteur en scène nous explique pourquoi il a décidé de porter sur scène le livre de Vanessa Springora. Quand j'ai lu Le Consentement pour la première fois, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est la phrase avec laquelle elle commence son livre, que je cite de mémoire. « Depuis tant d'années, je tourne en rond dans ma cage, mes rêves sont peuplés de meurtres et de vengeance. Jusqu'au jour où la solution se présente enfin là, sous mes yeux, comme une évidence, prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans un livre. » En fait, il y a un sujet caché dans le consentement. C'est celui de l'acte artistique. C'est pas le sujet principal, mais en tant qu'homme de théâtre, c'est ça qui m'a tout de suite touché. Elle va, au-delà du récit, du témoignage, tenter d'enfermer quelqu'un dans un livre. Et pourquoi est-ce qu'elle l'enferme dans un livre ? Parce que les faits sont prescrits, qu'elle ne peut plus l'enfermer dans une prison. Donc elle passe à l'acte, par l'art, en écrivant. Et cet acte artistique, à la différence de si elle l'avait traduit en justice, provoque une onde de choc incroyable dans notre société. Ça devient un bouleversement qui marque profondément nos mentalités, nos façons de nous percevoir les uns les autres.
d'une certaine manière, on découvre que l'art a une puissance phénoménale, beaucoup plus grande parfois que la justice, celle de nous changer en profondeur. Et cet acte artistique, il consiste avant tout à nous tendre un miroir, en fait, à permettre à la société de se regarder, de se voir telle qu'elle est, dans toute son horreur, dans toute sa violence. Alors, il y a les livres qui permettent de se libérer. On a parlé de La Famille Grande de Camille Kouchner, là, Le consentement de Vanessa Springora. Hélène Devinck, est-ce qu'il y a des livres aussi qui entérinent l'impunité? Dans votre livre, j'ai le souvenir que vous évoquez André Gide, qui faisant partie des lectures d'Emmanuel Macron, par exemple. D'abord, je voudrais réagir à ce qu'on vient d'entendre à Sébastien Davis. Oui, parce qu'il dit ces mots assez forts, Sébastien Thème, cette idée d'enfermer aussi quelqu'un dans un livre, hein, votre interlocuteur Sébastien Davis. Ce qui n'était pas mon objectif. Ce que j'ai écrit, c'est pas un livre sur Patrick Poivre d'Arvor. Il est dans le livre parce qu'il est là dans chacune de nos histoires. Mais c'était un livre que je voulais pour redonner de la fierté. Il dit c'est tendre un miroir à la société, mais c'est aussi ce que j'ai fait dans ce livre, tendre un miroir à chacune d'entre nous, à toutes ces femmes qui ont témoigné, et qu'elles puissent se regarder et voir la grandeur de leurs gestes, qu'elles soient fières de ce qu'elles ont fait. Pour en revenir à André Gide, il intervient dans ce livre parce que il est sur une photo, et pas n'importe quelle photo, c'est la photo officielle d'Emmanuel Macron comme président de la République. Il a choisi 3 livres et il a mis une pléiade d'André Gide. André Gide est un pédocriminel revendiqué. Donc la question, quand on est président de la République et qu'on choisit pour identifier la culture qui le constitue un pédocriminel, pourquoi? Voilà. La question, c'est pourquoi il a choisi ce livre et personne, quand la photo est parue, et c'est des photos extrêmement commentées, etc., personne, à ma connaissance, ne l'a relevé. Donc, c'est pas seulement la question du président de la République, c'est la question d'une société. Qu'est-ce qu'on accepte comme, on va dire, délinquance sexuelle? Il faudrait donc déconstruire notre rapport à la culture, à toutes et à tous, alors aussi. Ça passe aussi par là. Il y a notre histoire littéraire. Oui, une grande part de la culture dite légitime interdit aux victimes de s'exprimer sur les violences sexuelles et sexistes. C'est-à-dire que le viol est ce qu'on appelle la culture du viol, c'est-à-dire qu'il est érotisé, minimisé, et bien sûr que faire un livre comme celui de Vanessa Springora dont vous parlez, ou de Camille Kouchner, ou le mien, c'est aller contre cette culture. Juste pour revenir sur cet épisode, Gide, que vous racontez dans Impunité, Hélène Devinck, ce sont les 3 livres du président qui sont mis en avant sur la photo officielle. Vous l'évoquez, il y a les mémoires, hein, je crois, ou un livre, c'est les mémoires de Charles de Gaulle. Les mémoires de Charles de Gaulle, oui. Pour indiquer le sens de l'histoire. Il y a Stendhal, Le Rouge et Noir, peut-être pour Julien Sorel, auquel il s'identifie, et ce livre d'André Gide. Et ce que vous racontez, ce que vous évoquez, c'est mais au fond, est-ce que personne n'a pensé à lire l'autobiographie même que Gide a signé, Si le grain ne meurt, où il raconte dans ses pages, lui, le prix Nobel de littérature, son penchant plus qu'assumé et réel pour les petits garçons. Et il raconte à propos du petit Mohamed tout ce qu'il lui a fait vivre. Et c'est assez marquant, dites-vous, qu'on puisse choisir un auteur comme lui aujourd'hui pour incarner son sens de l'histoire et ses lectures, que c'est un mauvais symbole et que c'est un mauvais signe aussi. Est-ce que vous trouvez que du côté des autorités, du pouvoir politique aujourd'hui, cette question des victimes, des scandales sexuels trouve trop peu d'écho, qu'on ne réagit pas assez vite à tout cela, que le politique ne prend pas suffisamment le relais? C'est une question compliquée. Il est évident que le politique aujourd'hui tel qu'il s'exerce ne prend pas la mesure de ça. On a un ministre de l'Intérieur, qui ont été accusés de viol et ça n'a aucune conséquence. En écrivant Impunité, je voulais passer du fait divers, l'histoire Patrick Poivre d'Arvor, telle qu'elle a été racontée partout, aux politiques, justement. Parce que ce fait divers me semble raconter quelque chose qui est un état du monde aujourd'hui. Et du côté
du gouvernement aujourd'hui, on n'a eu absolument aucun écho, aucun soutien. Aucune réaction. Aucune réaction. Il faut changer la loi ou changer le droit pour vous ? Il faudrait ou changer la loi ou l'appliquer autrement. On peut toujours changer la loi. Et il le faudrait. Par exemple, je parle de la présomption de consentement, qui est aujourd'hui la règle qui s'impose dans toutes les affaires de violence sexuelle, et qui n'est pas une fatalité, qu'on peut changer. Il faudrait réécrire la définition du viol dans la loi. Mais c'est surtout sa mise en application qui pose problème. C'est-à-dire que même les textes tels qu'ils sont aujourd'hui pourraient être suffisants et être appliqués autrement. Et c'est même pas quelquefois quelque chose de volontaire ou de décidé. C'est aussi l'indigence des moyens de la justice. C'est-à-dire que MeToo a eu cet effet que les femmes parlent un peu plus qu'avant, mais même un peu plus qu'avant, c'est ingérable par la justice. Donc on classe sans suite. On imagine que ce livre a été lu et relu par des avocats ou par une équipe de juristes chevronnés. Effectivement, en exergue, en avertissement de ce livre, il est dit, l'éditeur rappelle que concernant les affaires judiciaires en cours citées dans cet ouvrage, M. Patrick Poivre d'Arvor bénéficie en vertu des dispositions du Code de procédure pénale de la présomption d'innocence. Vous avez quand même fait le choix de le nommer clairement dans ces textes, dans ces récits. Pourquoi ? Sans risque. Ça m'aurait semblé totalement hypocrite de ne pas le faire. Il y a un risque, bien sûr. Je suis déjà attaquée en dénonciation calomnieuse. Plusieurs journaux ont été attaqués en diffamation. Et il y a le risque qu'il attaque en diffamation. Alors après, est-ce que la liberté d'expression vaut plus que la présomption d'innocence ou l'inverse ? Voilà, c'est des questions qui peuvent être tranchées par un tribunal. C'est-à-dire que s'il faut y aller, j'irai. Mais toutes ces procédures, que ce soit la diffamation ou la dénonciation calomnieuse, ça permet aux agresseurs de mobiliser les moyens de l'État et de la justice en représailles contre les femmes qui parlent. Et on ne le sait pas assez, on n'en parle pas assez. Et il y a un risque pour ce livre, que mon éditeur et moi avons pris ensemble. Que vous avez choisi de prendre. Alors c'est intéressant, nommer ou ne pas nommer. La question des mots aussi. Comment qualifier la personne dont vous parlez ? L'agresseur, le prédateur ? Vous l'écrivez, le major parlait d'un prédateur. Qui est-ce le major ? Le major, c'est l'officier de police qui a recueilli nos témoignages et qui les a résumés quand il a rendu son rapport en disant que c'était un prédateur sexuel abusant de sa notoriété. Le mot me gêne, écrivez-vous, Hélène Devinck. Je finirai par m'en accommoder, faute de mieux, mais il évoque les grands fauves, là où je ne vois que la petitesse de la répétition compulsive. Il est du côté de l'animalité, de la déshumanisation. Je n'ai pas été violée par un animal, mais par un homme superbement intégré à la communauté. J'ai du mal à me considérer comme un gibier pourchassé, écrivez-vous à propos de ces mots, de ce terme de prédateur qui continue de vous déranger. Il y a d'autres mots comme ça qui, selon vous, sont gênants aujourd'hui, qui occultent des réalités, qui masquent des vérités. La philosophe Simone Veil dit que quand il y a une erreur de vocabulaire, il y a presque toujours une erreur de pensée derrière. Si on peut parler du mot victime, par exemple, qui est difficile, réducteur, qui met dans une position de faiblesse et dont beaucoup d'entre nous ne veulent pas. Elles préfèrent ex-victime, elles préfèrent autre chose. Par exemple, ce mot de victime, la difficulté qu'on a à le manipuler vient peut-être du fait que s'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de coupable. Et donc, personne n'a envie d'être victime, on n'aime pas les victimes, parce que comme ça, s'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de coupable. Ton témoignage sur le viol, écris-le toi-même, vous dit un jour une journaliste du Monde. Comment cette petite phrase a fait tilt en vous ? Est-ce que c'est justement ce basculement-là qu'elle a opéré, celui de ne plus être victime et de redevenir l'auteur de votre propre récit, Hélène Devinck ? Ça a été une phrase clé, une phrase fondamentale. C'est-à-dire, je ne sais pas si j'aurais témoigné publiquement si elle ne m'avait pas dit ça. Parce que dans ces histoires, on est dépossédé de son récit. C'est-à-dire qu'on se taise ou qu'on ne soit pas entendu. Le récit, et même socialement, le récit qu'on entend, c'est celui du dominant, de l'homme puissant. Et on s'interroge sur sa souffrance, sur ses proches, sur sa vie. Et c'est comme si nous, on disparaissait. Et l'écrire moi-même, c'était reprendre la main sur mon récit, c'est-à-dire ne plus être un objet d'écriture, un objet de violence,
mais devenir le sujet de ma propre histoire. Et de celle des autres. En tout cas, la porte-plume ou la porte-voix de toutes ces autres femmes à qui vous donnez la parole dans ce livre. Vous le dites à propos de Caroline, il y a une quête de justice pour beaucoup d'entre elles. Est-ce que vous pensez que ce livre peut leur rendre justice ? Alors, leur rendre justice, si on l'entend au sens institutionnel, je ne sais pas. Ce n'est pas une décision qui dépend de moi. Leur rendre leur dignité, j'espère. Vous évoquez aussi Alison Bechdel et son test dans une œuvre. Posez-vous la question, les femmes citées ont-elles un nom? Parlent-elles ensemble? Parlent-elles d'autre chose que de leur rapport aux autres? Vous évoquez ce test d'Alison Bechdel qui montre le peu de place accordée aux femmes dans les récits et dans nos imaginaires, Hélène Devinck. Elle vient de faire paraître, Alison Bechdel, un autre livre, un roman graphique, Le secret de la force surhumaine. C'est intéressant parce qu'elle cherche où se niche cette force-là. Est-ce que c'est dans le fait de se dépasser physiquement? Est-ce que c'est dans le fait de se confronter aux éléments naturels, la mer, la montagne ou autre force plus forte que nous? Ou peut-être est-ce que c'est pas simplement de se frotter, de se confronter à l'autre dans nos rapports? Est-ce que cette force, surhumaine, la force d'écrire ce livre, vous l'avez aussi trouvée dans votre contact avec ces autres femmes? Alors, j'aime beaucoup quand elle dit la force surhumaine, parce que ça laisse entendre qu'il faut dépasser quelque chose qui est la norme. Bien sûr que ces femmes qui ont témoigné et que j'ai rencontrées, elles sont fondamentales. C'est-à-dire, sans elles, il n'y a rien. Sans elles, j'écris pas de livre. Et j'ai l'impression, ou en tout cas je l'ai senti comme ça, qu'elles ont accepté, quelquefois voulu, que je les raconte. Et j'ai une énorme gratitude pour ça. Elles vous ont fait confiance, en tout cas, visiblement. Mais si vous racontez qu'elles ont aussi toutes relu les passages qui les concernaient, que certaines, beaucoup, vous ont demandé de changer leur nom ou leur prénom. Ce livre, pour vous, est-ce qu'il est un moyen ou est-ce qu'il est une fin en soi, Hélène Devinck? C'est ni un moyen ni une fin. Ça revient à ce que Sébastien nous disait tout à l'heure, c'est-à-dire il y a une volonté de transformer des histoires vécues dans la solitude en histoires collectives et de faire de quelque chose qui est très laid quelque chose qui l'est un peu moins. Il y a une littérature féminine et féministe qui a vu le jour depuis quelques années, et notamment depuis le début du mouvement MeToo, on l'évoquait. Et parmi ces plumes, il y a celle de la journaliste Titiou Lecoq qui creuse son sillon. Absolument, elle fait paraître chez l'Iconoclaste un essai titré « Le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes ?» Et elle pose une question très simple, comment les femmes sont pénalisées financièrement, une thématique qui n'avait pas encore été soulevée. Même 5 ans après la naissance du mouvement MeToo, un livre qui nous rappelle que plus un métier est mal payé, plus il est féminisé, et plus il est féminisé, plus il est mal payé, entre sociologie et histoire, pour comprendre des inégalités croissantes et omniprésentes. Par exemple, entre 1998 et 2015, l'inégalité de patrimoine entre femmes et hommes est passée de 9% à 16%, alors même que si l'on additionne le travail salarié et le travail domestique, les femmes travaillent beaucoup plus que les hommes. Titiou Lecoq nous rappelle que cette question financière reste pourtant un point aveugle dans le mouvement MeToo. Alors, les 5 ans du mouvement MeToo n'ont pas très peu abordé la question de l'argent. On a été beaucoup plus sur le rapport au corps. C'est Paul Preciado qui avait dit le corps, c'est l'usine du 19e siècle. Pour dire, c'est le nouveau lieu de lutte sociale. Et c'était très vrai. Mais il n'empêche que je me dis qu'il y a quelque chose justement d'un peu dommage et peut-être même dangereux d'avoir abandonné tout ce discours qui était très porté jusque-là par les mouvements féministes sur l'indépendance économique. Et en fait, comme c'est une question de savoir et que ce savoir, on ne nous l'inculque pas, par exemple, à l'école. L'école ne parlera pas d'argent parce que c'est un sujet politique et que l'école considère qu'elle n'a pas à faire de politique. Et donc, à un moment, il faut que le savoir se transmette. Et donc, je pense que les mouvements féministes ont une vraie place à prendre là-dedans. Et que pour l'instant, ouais, on a sous-traité, et moi, la première, complètement ces sujets-là. Moi, j'ai réussi à faire un livre entier sur les tâches ménagères sans parler d'argent. Et maintenant, rétrospectivement, ça me paraît complètement fou. Hélène Devinck, déconstruire les inégalités hommes-femmes, ça passe aussi et surtout par la question financière pour vous? Alors moi, j'ai
Il y a dans ce livre, passé par la violence qui est exercée sur les femmes et par la domination. En complément de ce livre de Titu Lecoq, je vais en citer un qui est extraordinaire, qui s'appelle Le genre du capital, qui a été écrit par 2 sociologues, Sybille Golac et Céline Bessières, dont je recommande la lecture. Elle montre comment justement le patrimoine petit à petit passe aux hommes par les séparations et par les successions. Et c'est un sujet effectivement primordial. Il y a autre chose qu'elle dit là, Titu Lecoq, c'est qu'est-ce qu'on efface de la pensée féministe. D'ailleurs, pour écrire ce livre Impunité, je suis allée chercher ce que des autrices écrivaient au moment, dans les années 90, au moment où j'ai été violée, et auxquelles je n'avais pas accès. C'est-à-dire soit des Américaines parce qu'elles n'étaient pas traduites, soit des Françaises parce qu'elles étaient marginalisées, et en tout cas que je n'avais pas lu. Et quand je les relis maintenant, je pense par exemple à Colette Guillaumin ou à Catherine McKinnon ou Andrea Dworkin, on a l'impression qu'elles avaient déjà tout dit. Et c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faut toujours redire, qu'il faut toujours recommencer. Et c'est les féministes des années 70, des années 90, des années 2000 et aujourd'hui, tout était déjà écrit. Mais il faut encore le dire, il faut encore le dire. Et c'est comme si à chaque fois, c'était oublié, étouffé. Et vous racontez aussi, c'est une des choses vraiment intéressantes, passionnantes dans ce livre, Hélène de Vinck, c'est comment l'écriture de ce livre vous a peut-être d'abord changé vous-même, et notamment votre propre féminisme, parce que on vous a élevé et on vous a appris à être un homme comme les autres. Vous avez grandi en pensant que vous étiez l'égal des hommes. Vous avez grandi en vous voyant libre, comme vous l'écrivez. Et vous avez lu plutôt Elisabeth Badinter qu'Hélène Cixous. Vous vous sentiez d'un féminisme vraiment égalitaire. Et tout ce cheminement, l'écoute de ces témoignages, le fait de mettre tout ça sur le papier, vous a fait prendre du recul par rapport à votre propre féminisme à vous. Aujourd'hui, quelle féministe êtes-vous, Hélène de Vinck ? Je pense que le féminisme a évolué, et heureusement, mais qu'en réalité, tout était, comme je vous le disais, tout était déjà posé. Après, on a accès ou pas à certaines théories, à certaines pensées qui nous construisent, qui construisent aussi notre comportement dans la société. Et effectivement, moi, j'ai été élevée... La question de faire ou pas faire des études ne se posait pas. Bien sûr qu'on faisait des études, bien sûr que l'indépendance économique était clé, bien sûr que on pensait qu'on avait les mêmes chances que les hommes. Et ce que je montre dans ce livre, c'est qu'en fait, la question des violences sexuelles est une question de discrimination. C'est toutes les stratégies d'évitement des femmes pour ne pas y passer, pour essayer de... quand on peut sauver son intégrité et quand on ne peut pas faire avec, et que c'est une profonde inégalité. Y échapper alors que tout le monde savait. Tout le monde savait au point de prévenir les jeunes femmes qui passaient par cette rédaction de faire attention, ne jamais se retrouver dans une situation où elles pourraient être coincées, bloquées en tête-à-tête avec l'animateur. Hélène de Vinck, Impunité, votre livre paraît au Seuil. Merci beaucoup d'être venue nous en parler. Merci à vous. Il est 13h25 sur France Culture. Tout de suite, une nouvelle semaine des 4 items de Charles Dantzig. Et c'est le premier volet. Bonjour Charles Dantzig, c'est à vous. Dans ce quadrième du journal intime des écrivains, je vais examiner cette sorte d'écrit selon le moment où il est publié, du vivant de l'auteur ou après sa mort. Que veut dire pour un écrivain supposé composer une œuvre de publier un journal, type même de la non-œuvre, sinon même de l'informe? À quoi cela sert-il? Et voici les inventeurs du journal intime d'écrivains, les frères Goncourt. Edmond et Jules de Goncourt se sont intéressés à l'acte de publier au point de donner un roman intitulé « Les hommes de lettres », récemment republié dans une remarquable édition de Robert Kopp chez Bouquin. Eux-mêmes, très hommes de lettres, ont eu cette idée tout à fait extraordinaire, au moment où ils l'ont mise en pratique, de publier leur journal intime. Et de leur vivant, ou de celui d'Edmond, puisque son frère Jules est mort avant la publication. Pour la première fois, l'intimité d'écrivain devenait publique. Quelle intimité? Celle de la sociabilité amicale, celle de la littérature. Les Goncourt lui ont d'ailleurs donné pour sous-titre « Mémoire de la vie littéraire ».
Il est plein de ragots et de rosseries sur ce qu'on appelait alors la société littéraire. Et je me demande si ce qui est depuis désigné sous le nom de milieu littéraire n'est pas à la fois haï et envié à cause de ce journal, le premier à avoir ouvert la boîte aux bijoux et aux serpents. Cela dénote un certain narcissisme de groupe, si on veut, mais aussi une audace. Avez-vous déjà vu des journaux intimes de banquiers ? Leurs turpitudes sont bien pires, mais ils les gardent au secret, et on pense moins à les mépriser, mais aussi à les envier. Précisant que ce journal contient aussi des passages bienveillants, en particulier sur les amis des Goncourt, je dois ajouter qu'il n'est pas totalement exempt d'intimité authentique. Quand les Goncourt parlent de leur famille en province, par exemple, et plus encore, quand Jules meurt de la syphilis, puis que, reprenant seul la plume, Edmond laisse affleurer son chagrin. Il ne nomme jamais la maladie, mais décrit quelques-unes de ses conséquences, notamment sur les capacités intellectuelles de son frère. Il y a même quelques assez rares moments tendres, je pense à la mort de Flaubert, où Goncourt se remémore son vieil ami partant de chez lui avec son gros derrière tendant son pantalon. C'était un risque que prenait Goncourt en publiant ce livre de son vivant. La nouveauté n'est pas nécessairement aimée. Aucun milieu n'aime être montré. Peu importe, le journal servait moins de témoignage que de revanche. Les Goncourt étaient des grincheux, surtout Edmond, leurs livres n'étaient pas des succès. Le premier journal publié d'écrivains est en quelque sorte un journal d'urticaire. Fallait-il qu'elle démange les Goncourt ? Des écrivains aussi consciencieux, des artisans de l'ornement, des appliqués de l'ouvrager, cherchant le mot rare et la dentelle autour. D'une part, la brutalité que l'on peut trouver dans le journal n'est pas inexistante dans leurs romans. D'autre part, les Goncourt y tentent, si peu que ce soit, l'artisanat. Les mots recherchés y sont, mais surtout un effort d'ordonnancement et donc d'œuvre. Le journal débute sur une mise en scène. Son premier jour est celui du coup d'État de Napoléon III, du théâtre en quelque sorte. Une manière modeste aussi de dire, de la part d'auteurs aussi modestes, je me raccroche à l'histoire. C'était le quadritème de Charles Dantzig, demain, deuxième volet. Merci à Oriane Delacroix pour la programmation de cette émission et à Didier Pinault pour sa préparation au menu, au sommaire du Book Club de demain. Sébastien Thème. Demain, la mode, avec Elisabeth Quint et François Armanet pour leur livre Le détail qui tue. Et une question qui vous est posée, chères auditrices, chers auditeurs, quel est l'écrivain, l'écrivaine la plus stylée ? Merci. Book Club Culture. Réponse demain à partir de 12h50.